Avez-vous déjà tout risqué pour faire ce qui était juste en pensant que personne ne vous regardait? Cassidy Tate, oui. Elle n'était qu'une serveuse dans un bistrot chic de Chicago, à peine capable de joindre les deux bouts, lorsqu'elle vit un responsable hurler sur une petite fille terrifiée qui ne parlait pas. Cassidy ne pensa pas à son salaire, elle pensa à l'enfant. Elle s'interposa, encaissa les insultes et fut renvoyée sur le champ. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et continuer à créer d'autres histoires. Merci pour votre soutien. Mais elle ignorait que la petite fille n'était pas seule. Assis dans l'ombre se trouvait son père Dominique Valenti, le chef mafieux le plus redouté de la ville. Et ce qu'il fit ensuite ne changea pas seulement la vie de Cassidy, cela réduisit tout le restaurant en cendres. Voici l'histoire d'un simple acte de bonté qui déclencha une guerre brutale et une romance légendaire. Le coup de feu du déjeuner au The Gilded Spoon n'était pas pour les âmes sensibles. Situé en plein centre-ville de Chicago, juste à côté de Michigan Avenue, c'était le genre d'endroit où les politiciens serraient la main de magnats de l'immobilier et où le café coûtait plus cher que le salaire horaire de la plupart des gens. Cassidy Tate essuya la sueur sur son front du revers de la main en équilibrant un plateau d'espresso et de frites à la truffe. Ses pièges lui faisaient mal. Ils lui faisaient toujours mal. À 24 ans, elle se sentait en avoir 40. Entre le loyer de son minuscule appartement du South Loop et les factures médicales de la dialyse de sa mère, Cassidy se noyait. Mais elle avait besoin de ce travail. Les pourboires étaient de bons à condition de supporter la clientèle et la direction. Tate, la table 6 fait signe. Tu es aveugle ou juste stupide. La voix trancha le bruit des couverts comme une scie rouillée. Gavin Thorne, le responsable de salle, se tenait près de la caisse, le visage rouge d'une colère permanente. Gavin était un petit tyran dans un costume bon marché en polyester, un homme qui tirait son seul plaisir dans la vie à faire pleurer les serveurs. « J'y vais, Gavin », dit Cassidy en gardant une voix égale. Elle avait appris depuis longtemps que discuter ne faisait que lui donner du carburant. « Monsieur ? Pour toi, c'est monsieur ?» Gavin ricana en vérifiant sa fausse Rolex. « Bouge !» Cassidy ravala sa fierté, ajusta son tablier et avança. Elle avait l'habitude des brutes. Elle en avait affronté toute sa vie. Mais aujourd'hui, l'atmosphère du restaurant semblait lourde, chargée d'une électricité statique qui faisait se dresser les poils de ses bras. Tout commença quand le véhicule noir s'arrêta devant l'entrée. Pas les Uber ni les voitures avec chauffeur habituel, mais un lourd Cadillac Escalade blindé, aux vitres teintées si sombres qu'elles ressemblaient à des nappes de pétrole. Un grand homme en costume anthracite sur mesure était entré le premier balayant la salle d'un regard qui ne manquait rien. Il avait demandé une banquette en angle, la table 4, l'endroit le plus isolé de la maison. Il était accompagné d'une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait une robe de velours impeccable et des collants blancs, ses cheveux noirs tirés en arrière dans un chignon strict et parfaitement net. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine, et elle était tout aussi silencieuse. Cassidy leur avait servi de l'eau. Assieds-vous. L'homme qui s'était présenté simplement comme Monsieur Davis, bien qu'il porte à l'auriculaire une bague en diamant qui valait plus que la recette du restaurant, avait reçu un appel et était sorti sur la terrasse, laissant la fillette seule avec un cahier de coloriage. « Gardez un œil sur elle », avait dit l'homme à Gavin avant de sortir. Gavin s'était rengorgé, promettant aux clients de marque Mons et Merveille. Mais dès que l'homme mit un pied dehors, Gavin retourna faire défiler son téléphone près du bar, ignorant complètement l'enfant. Cassidy surveillait la table 4 du coin de l'œil pendant qu'elle débarrassait la table 9. La petite fille Bella, comme Cassidy l'avait entendu appeler plus tôt, essayait de se verser un verre d'eau avec la lourde carafe en cristal. Cassidy fit un pas pour l'aider, mais un client de la table 7 lui attrapa le bras. « Mademoiselle, ma soupe est froide. »« Je suis vraiment désolée. Laissez-moi... » Crash. Le bruit brisa le murmure du déjeuner. Cassidy pivota. À la table 4, la lourde carafe en cristal gisait en éclats sur le sol.
L'eau imbibait la nappe blanche et gouttait sur le parquet coûteux. La petite Bella était figée. Ses mains tremblaient violemment en serrant le bord de la table. Ses yeux étaient immenses, remplis d'une panique si brute qu'elle brisa aussitôt le cœur de Cassidy. La fillette ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Oh, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Gavin Thorne traversa la salle en trompe ses chaussures, crissant sur le verre brisé. Il se pencha au-dessus de l'enfant, le visage déformé par la fureur. « Regarde-moi ce désastre !» hurla Gavin sans se soucier du fait que tout le restaurant s'était tu. « Tu sais combien coûte cette carafe, tu sais… » La fillette se recroquevilla, secouant la tête. Elle montra sa gorge du doigt des larmes montant dans ses grands yeux sombres. « Je m'en fiche !» cria Gavin en frappant la table de la main. Les couverts sursautèrent. « Ils sont où tes parents ? Ils te laissent toute seule pour détruire ma salle. Tu vas payer ça ou tu vas dégager. » Il tendit la main, attrapant brutalement le haut du bras de la fillette terrifiée pour l'éloigner du désordre. Ce fut à cet instant que Cassidy craqua. Elle ne pensa pas à son loyer, elle ne pensa pas aux factures médicales de sa mère, elle ne pensa pas au fait que Gavin avait le pouvoir de la faire blacklister de tous les restaurants de la ville. Elle lâcha le plateau qu'elle tenait. Il heurta le sol dans un fracas assourdissant, mais elle était déjà en mouvement. Elle franchit la distance en 3 grandes enjambées et se plaça entre Gavin et l'enfant. « Enlevez vos mains d'elle !» La voix de Cassidy résonna claire et féroce. Gavin recula stupéfait. Il lâcha la fillette et fixa Cassidy. « Pardon, Tate. Tu as perdu la tête. C'est une enfant, Gavin. » Cassidy tint bon écartant les bras pour protéger Bella qui enfouit aussitôt son visage dans le tablier de Cassidy en pleurant sans un bruit. Cassidy sentait le petit corps de la fillette trembler contre sa jambe. C'était un accident. Elle essayait de se verser de l'eau parce que vous étiez trop occupé à jouer sur votre téléphone au lieu de faire votre travail. Le restaurant était mortellement silencieux. Toutes les fourchettes étaient posées. Tous les regards observaient. Le visage de Gavin prit une nuance de violet que Cassidy n'avait jamais vue. Son autorité venait d'être défiée devant la foule du déjeuner. « Écoute-moi bien, espèce de déchet !» siffla Gavin en entrant dans l'espace de Cassidy. « Tu es serveuse, tu n'es rien. Tu ne me dis pas comment gérer ma salle. Écarte-toi pour que je jette cette morveuse dehors ou tu es finie. » Cassidy sentit la peur s'enrouler dans son ventre, mais elle baissa les yeux vers la petite fille accrochée à elle. Elle posa une main sur la tête de Bella, lui lissant les cheveux. « Non, » dit Cassidy, la voix légèrement tremblante, mais le menton haut. « Je ne bouge pas. Et si vous la touchez encore, j'appelle la police. » Gavin éclata d'un rire cruel aboyant. « La police. Pourquoi ? Parce que je gère mon restaurant. » « Tu es virée, Tate. Dehors tout de suite. Et emmène la gamine muette avec toi. » « Elle n'est pas cassée, » lança Cassidy. « Elle est un problème, » rugit Gavin en levant la main, comme s'il voulait faire un grand geste, mais le mouvement était agressif menaçant. « Je ne ferai pas ça à votre place. » La voix ne venait pas de Cassidy. Elle ne venait pas de la cuisine. Elle venait de la porte de la terrasse. Cette voix était basse, douce et plus froide que l'azote liquide. Elle portait un poids qui rendit soudain l'air de la pièce plus mince. Gavin se figea la main encore levée. Cassidy tourna la tête. Dans l'embrasure se tenait l'homme du véhicule, mais en le voyant pleinement, Cassidy comprit qu'il n'était pas seulement un riche homme d'affaires. Il avait retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux avaient la couleur de l'acier et ils étaient fixés sur Gavin avec une intensité de prédateur qui glaça le sang de Cassidy. Derrière lui, 2 autres hommes étaient apparus. Ils ne ressemblaient pas à des clients. Ils ressemblaient à des soldats. L'homme avança lentement vers la table 4. Ses pas étaient lourds, délibérés. Le silence dans la salle était étouffant. « Monsieur Davis » balbutia Gavin, sa bravade s'évaporant instantanément. « Je gérais juste une situation. Cette serveuse a fait une scène. Et votre fille… ma fille, là ?» l'interrompit l'homme, s'arrêtant à 3 pieds de Gavin. Il ne regardait pas encore Cassidy, il ne regardait que le responsable. « Ma fille a fait tomber une carafe d'eau ?»« Oui, exactement, » hocha Gavin frénétiquement
en sueur. Elle a mis le désordre et j'essayais seulement de... Vous l'avez attrapé, dit l'homme. Ce n'était pas une question. Je l'escortais. L'homme tourna enfin son regard vers Cassidy. Pendant une seconde, Cassidy crut qu'elle aussi avait des ennuis. Ses yeux la balayèrent, notant la main protectrice qu'elle gardait encore sur l'épaule de Bella. Il regarda sa fille qui ne pleurait plus mais levait les yeux vers Cassidy avec une confiance absolue. L'homme reporta son regard sur Gavin. « Je ne m'appelle pas Davis, dit-il doucement. Il glissa la main dans la poche de sa veste. Gavin tressaillit, s'attendant à une arme. À la place, l'homme sortit un mouchoir en soie. Il s'avança, contourna Gavin entièrement et s'agenouilla devant Bella. « Bella, dit-il, et sa voix changea aussitôt pour devenir douce. « Tu es blessée ?» Bella secoua la tête. Elle montra Gavin, puis Cassidy, puis fit un signe avec ses mains. Elle joignit les mains sur son cœur. L'homme hocha la tête. Il se releva lentement. Il se tourna vers Gavin. « Je m'appelle Dominique Valenti. » Le nom sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Une femme à la table 3 laissa échapper un hoquet audible. Même Cassidy, qui ne suivait pas de près les nouvelles criminelles, connaissait ce nom. Dominique Valenti, le chef de la famille criminelle Valenti, l'homme qui contrôlait en réalité les chantiers navals de Chicago, les syndicats du bâtiment et la moitié des boîtes de nuit du Loop. C'était une histoire de fantôme qu'on murmurait dans les ruelles. Et Gavin Thorne venait d'agresser sa fille. Le visage de Gavin devint blanc. On aurait dit qu'il allait vomir. « Monsieur Valenti, je ne savais pas. S'il vous plaît, je... » « Vous l'avez traité de monstre, dit Dominique. Il ajusta ses boutons de manchette. « Et vous avez viré la seule personne dans cette pièce qui ait du courage. » Dominique fit signe aux 2 hommes derrière lui. « Sortez-le. »« Attendez, non, s'il vous plaît. » hurla Gavin, tandis que les 2 grands hommes le saisissaient par les bras. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. »« Ne vous excusez pas auprès de moi, dit Dominique en lui tournant le dos. Et vous avez raison sur une chose. Cette serveuse est renvoyée parce qu'elle part avec moi. » Le restaurant était paralysé. On aurait dit une scène de film, sauf que l'odeur de peur qui émanait de Gavin Thorne était bien réelle. Alors que les gardes traînaient le responsable hurlant vers la sortie de service, évitant sagement l'entrée où des témoins avec des téléphones pouvaient se trouver. Dominique Valenti tourna toute son attention vers Cassidy. Le cœur de Cassidy cognait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle recula d'un demi-pas, son instinct de fuite se battant contre le fait que Bella tenait encore son tablier. « Monsieur Valenti, » commença Cassidy, la voix tremblante. « Je ne veux pas d'ennui. Je ne voulais simplement pas qu'il lui fasse du mal. » Dominique l'étudia. De près, il était terriblement séduisant. Une cicatrice traversait son sourcil gauche, interrompant la symétrie parfaite de son visage. Il dégageait une puissance qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. « Vous avez risqué votre gagne-pain pour une inconnue, » dit Dominique. « Pourquoi ? » « Parce que c'était la chose juste à faire, » répondit Cassidy en relevant le menton. « Je me fiche de savoir qui est son père. Personne ne saisit un enfant comme ça. » Les yeux de Dominique se plissèrent légèrement comme s'il analysait une équation complexe. La plupart des gens de cette ville détournent le regard quand les choses deviennent difficiles. Pas vous. Il baissa les yeux vers Bella. La petite fille tira sur la veste sur mesure de son père et signa rapidement quelque chose avec ses mains. Dominique la regarda, son expression se radoucissant en une profonde tristesse mêlée d'amour. « Elle dit que vous sentez la vanille et que vous avez été courageuse comme une chevaleresse, » traduisit Dominique en regardant Cassidy. « Bella n'aime pas les gens. Elle ne touche pas les gens. Mais elle s'accroche à vous. » Cassidy baissa les yeux. Bella lui offrit un sourire timide, hésitant. « Je dois partir, » dit Cassidy, la panique remontant en elle. « Je dois récupérer mes affaires. Je suis virée de toute façon. »« Vous l'êtes, » confirma Dominique. « Mais vous êtes engagé ailleurs. Pardon. »
Ma fille a besoin d'une gouvernante, d'une personne pour s'occuper d'elle. Quelqu'un qui n'a pas peur des brutes. Quelqu'un qui ne la traite pas comme si elle était cassée parce qu'elle choisit de ne pas parler. Dominique glissa la main dans sa veste et en sortit une carte de visite. Elle était noire avec des lettres dorées en relief. Mes 3 dernières nounous ont démissionné. Elles avaient une peur de moi ou elles n'avaient aucune patience avec elle. Vous avez les 2 qualités. Cassidy rit nerveusement. Monsieur Valenti, avec tout le respect que je vous dois, je suis serveuse. J'ai à peine terminé mes études dans une université de proximité. Je ne suis pas gouvernante. Je n'ai pas besoin d'un diplôme. J'ai besoin de loyauté et j'ai besoin de quelqu'un qui protège ce qui est à moi. Il se rapprocha baissant la voix pour qu'elle seule l'entende. Le salaire est de 10 000 $ par mois en espèces, plus le logement et les repas au domaine. Cassidy s'étrangla. 10 000 $, c'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Cela paierait le traitement de sa mère. Cela rembourserait ses dettes. Cela changerait tout. Mais, ajouta Dominique, ses yeux s'assombrissant, quand on entre dans mon monde, Cassidy, il n'y a pas de porte tournante. Vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Ma vie est compliquée et dangereuse. Cassidy regarda la carte de visite puis bêla. La petite fille la regardait avec des yeux suppliants, puis elle regarda l'espace vide où Gavin s'était tenu. Elle n'avait plus rien ici. Plus de travail, plus d'argent et un avis d'expulsion l'attendaient sur le comptoir de sa cuisine. « Ma mère est malade », dit Cassidy doucement. « Je dois pouvoir m'occuper d'elle. Nous avons les meilleurs médecins privés sous contrat, » répondit aussitôt Dominique. « Elle sera prise en charge mieux que dans n'importe quel hôpital de l'État. » C'était une offre du diable. Elle le savait. Tous ses instincts hurlaient et que monter dans une voiture avec un chef mafieux était un aller simple vers une vie courte. Mais en regardant Dominique, elle ne voyait pas un monstre. Elle voyait un père désespéré. « Quand est-ce que je commence ?» murmura-t-elle. « Maintenant. » Dominique se tourna vers les clients médusés du The Gilded Spoon. « Le déjeuner est pour moi, » annonça-t-il à la salle. « Tout le monde oublie ce qu'il a vu ici aujourd'hui. Bon appétit. » Il posa une main dans le dos de Cassidy, une pression chaude et ferme qui envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale et la guida vers la porte. Alors qu'il sortait dans la lumière aveuglante de Chicago, la lourde portière de l'escalade fut tenue ouverte par un autre garde. Cassidy grimpa sur le siège en cuir frais contre ses jambes. Bella se précipita à côté d'elle, boucla sa ceinture et ouvrit aussitôt son cahier de coloriage sur les genoux de Cassidy. Dominique s'assit en face d'elle. Tandis que la voiture s'éloignait en se fondant dans la circulation dense de Michigan Avenue, il se servit un verre depuis une carafe en cristal intégrée à la portière. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous venez de mettre les pieds, mademoiselle Tate ?» murmura-t-il en prenant une gorgée de liquide ambré. « Je crois pouvoir me débrouiller, » dit Cassidy en essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Dominique sourit. C'était un sourire sombre dangereux qui lui coupa le souffle. « Nous verrons. Parce que l'homme qui dirige ce restaurant Gavin Thorne n'est personne. Mais l'homme qui possède l'immeuble, l'homme dont Thorne blanchit l'argent, c'est Mickey O'Shea, le chef de la mafia irlandaise. Et vous venez d'humilier son neveu en public. » Le sang de Cassidy se glaça. « Gavin est le neveu d'O'Shea. » »« Oui. » Dominique regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. « Vous avez déclenché une guerre aujourd'hui, Cassidy. J'espère que vous êtes prête à la mener. » La voiture accéléra, se dirigeant vers l'autoroute, vers le domaine Valenti, loin de la seule vie que Cassidy ait jamais connue. Le trajet jusqu'au domaine Valenti dura 40 minutes, les emmenant hors du chaos bruyant de la ville pour rejoindre les collines boisées et ondoyantes de Lake Forest. Le passage de la rudesse urbaine à la richesse parfaitement entretenue était saisissant. Ils franchirent un immense portail en fer forgé d'au moins 12 pieds de haut. Des caméras de sécurité bourdonnaient et pivotaient pendant que l'escalade passait. Cassidy remarqua des hommes qui patrouillaient le périmètre des hommes avec des oreillettes et des bosses sous leurs vestes qui ne pouvaient être que des armes à feu. « Ce n'est pas une maison, » murmura Cassidy en regardant par la fenêtre. « C'est une forteresse. »« Il le faut !»
répondit Dominique sans lever les yeux de son téléphone. La voiture s'arrêta devant une vaste demeure en pierre calcaire qui semblait avoir été transportée depuis la campagne française. Elle était belle mais froide. Il n'y avait pas de tricycle sur la pelouse, pas de fleurs dans les pots, seulement des haies nettes, parfaitement taillées et de la pierre grise. « Bienvenue à la maison Bella », dit Dominique lorsque la portière s'ouvrit. Bella détacha sa ceinture et sauta dehors, attrapant la main de Cassidy pour l'entraîner vers les énormes portes d'entrée en chêne. « Elle est impatiente », nota Dominique en sortant derrière elle. « D'habitude, elle court dans sa chambre et s'enferme. » Lorsqu'ils entrèrent dans le hall où pendait un lustre de la taille d'une petite voiture, une femme plus âgée, vêtue d'une stricte robe noire, s'approcha. C'était Madame Rossi, la gouvernante. Elle regarda Cassidy avec suspicion. « Encore une autre, monsieur ?» demanda Madame Rossi en examinant l'uniforme de serveuse taché de Cassidy. « Celle-ci était différente, Maria, » dit Dominique. « Emmenez Bella se laver. Montrez la suite est à Mademoiselle Tate. Trouvez-lui des vêtements. Brûlez cet uniforme. »« Oui, monsieur. » Tandis que Bella était emmenée jetant un regard réticent en arrière, Dominique se tourna vers Cassidy. L'air entre eux était épais. « Le dîner est à 7 heures précises. Tenue de soirée. Nous avons des invités ce soir. Mes lieutenants. » Il se rapprocha la dominant de toute sa taille. « Ne parlez que si l'on vous adresse la parole. Ne posez aucune question sur les affaires et ne quittez jamais le domaine. Jamais. »« Je suis prisonnière, » demanda Cassidy, une étincelle de défi revenant en elle. « Vous êtes un élément protégé, » corrigea Dominique. « Il y a une différence. Dehors derrière ces grilles, Mickey O'Shea aura mis un prix sur votre tête avant le coucher du soleil. Ici, vous êtes en sécurité tant que vous suivez mes règles. » Il se détourna et marcha vers une double porte sur la gauche, probablement son bureau. Cassidy le regarda partir, un mélange de peur et de fascination tourbillonnant dans sa poitrine. 2 heures plus tard, Cassidy se tenait devant un miroir en pied dans la suite d'invités. La chambre était plus grande que tout son appartement. Madame Rossi lui avait fourni une robe, une pièce de soie bleu marine élégante qui lui allait étonnamment bien. Cassidy regarda son reflet. Elle n'avait plus l'air d'une serveuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait à ce monde d'ombre et de soie, mais elle se sentait comme une imposture. Elle descendit à 7 heures moins 5 du soir. La maison était silencieuse d'une façon troublante. Elle trouva la salle à manger une vaste pièce caverneuse avec une table dressée pour 12. Dominique était là près de la cheminée, un verre de scotch à la main. Il parlait à 2 hommes. L'un était petit et trapu, avec un nez qui avait manifestement été cassé plusieurs fois Rocco. L'autre était plus jeune séduisant, d'une manière lisse et huileuse, avec des yeux agités, Enzo. Quand Cassidy entra, le silence tomba. « Eh bien, » ricana Enzo en la détaillant de haut en bas. « Voilà donc la Jeanne d'Arc qui a giflé Gavin Thorne. »« Je ne l'ai pas giflé, » dit Cassidy en avançant dans la lumière. « Je l'ai seulement empêché de blesser un enfant. »« Pour les Irlandais, c'est pareil, » grogna Rocco. « Patron n'en a reçu des nouvelles. O'Shea est furieux. Il demande une rencontre. Il dit que vous avez manqué de respect à sa famille. » Dominique prit une gorgée de son verre sans jamais quitter Cassidy des yeux. « Qu'il la demande. Je cherchais justement une excuse pour prendre les ports du Northside. »« Il exige la fille, » dit Enzo, la voix plus basse. « Il veut qu'on lui livre la serveuse en guise d'excuse. » Cassidy se figea. Dominique fracassa son verre dans la cheminée. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Il veut quoi ?» La voix de Dominique était un grondement bas. « Il dit œil pour œil, » répondit Enzo nerveux. Elle a humilié son neveu. Il veut lui apprendre les bonnes manières. Dominique marcha vers Cassidy. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Elle pouvait sentir le scotch et l'eau de Cologne coûteuse. Il leva la main, la laissant flotter près de son visage, avant de glisser doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts étaient rugueux, calleux, mais son toucher était étonnamment doux. « Dites à O'Shea, » déclara Dominique en plongeant son regard dans celui de Cassidy, «
que s'il s'approche d'elle, j'abattrai chaque homme qui porte son nom. Elle est sous ma protection. Elle est Valentie maintenant. Le souffle de Cassidy se bloqua. Est-ce que bien sage patron demanda Enzo avec une lueur étrange dans les yeux. Avec pour une serveuse. Ce n'est pas une serveuse, dit Dominique en se tournant vers ses hommes, son corps faisant rempart devant Cassidy. C'est la seule personne de cette ville qui ait plus de cran que vous deux réunis. Maintenant, asseyez-vous, on mange. Le dîner fut tendu, Bella était assise à côté de Cassidy et refusait de manger tant que Cassidy n'avait pas pris une bouchée. Dominique les observait depuis le bout de la table, son expression illisible. Mais Cassidy remarqua quelque chose. Enzo ne mangeait pas, il envoyait des messages sous la table. Et chaque fois qu'il regardait Dominique, une lueur ressemblant beaucoup à de la rancœur traversait ses yeux. Lorsque les assiettes furent débarrassées, une alarme stridente se mit à hurler dans toute la maison. Des lumières rouges clignotèrent dans le couloir. « Intrusion dans le périmètre !» cria Rocco en bondissant et en sortant une arme de sa ceinture. Dominique fut debout instantanément. Il bougea avec une vitesse terrifiante, renversant la lourde table en chêne sur le côté pour créer une barricade. « À terre !» rugit-il à Cassidy. Du verre vola en éclats dans le couloir. Des tirs automatiques éclatèrent, assourdissant dans l'espace fermé. « Ils sont là !» hurla Enzo, mais il ne sortit pas son arme. Il recula vers la porte de la cuisine. « Bella !» cria Cassidy. Elle attrapa la petite fille et plongea derrière la table renversée, au moment où des balles déchiquetaient le bois à l'endroit où elles étaient assises quelques secondes plus tôt. Dominique ripostait avec son pistolet, chaque détonation résonnant lourdement. Rocco couvre l'aile est, Cassidy emmène Bella et à la pièce sécurisée dans la bibliothèque. « Allez !» « Je ne vous laisse pas. » Cassidy cria en retour. « Allez !» Dominique se tourna vers elle, les yeux sauvages. « S'ils l'attrapent, ils ne l'attraperont pas. » Cassidy ramassa un couteau à steak sur le sol, sa seule arme. Elle releva Bella. « Viens, ma chérie. Cours. » Elles sprintèrent vers la bibliothèque des balles, sifflant autour d'elles, déchirant les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. Cassidy ne se retourna pas. Elle courait pour sauver sa vie, tenant la main de la fille du chef mafieux, comprenant trop tard que la guerre annoncée par Dominique n'arriverait pas demain. Elle était déjà là. Le couloir menant à la bibliothèque n'était plus qu'un flou de papier peint luxueux et d'ombres terrifiantes. Les poumons de Cassidy brûlaient. Elle n'était pas sportive. Elle était une serveuse qui fumait à l'occasion et passait ses services debout sans bouger. Mais la peur était un carburant puissant. Elle serrait la main de Bella si fort que ses jointures blanchissaient, traînant presque l'enfant sur les tapis persans. « On y est presque, Bella. »« Presque, » haleta Cassidy, même si elle n'avait aucune idée de la possibilité de verrouiller les portes de la bibliothèque. Derrière elle, les sons du chaos résonnaient depuis la salle à manger. Des cris de la porcelaine brisée et le tac-tac-tac distinctif de pistolets silencieux. Dominique était là-bas, seule, face à une armée. Cassidy poussa les lourdes portes en chêne de la bibliothèque et tira Bella à l'intérieur. La pièce était immense, 2 étages de livres, avec un escalier en colimaçon et un grand bureau en acajou. « Cache-toi », ordonna Cassidy en désignant l'espace derrière l'énorme bureau. « Bella, glisse-toi là-dessous et ne fais pas un bruit quoi que tu entendes. » Les yeux de Bella étaient immenses, pleins de larmes. Mais elle obéit. Elle se glissa sous le bureau, se recroquevillant en boule. Cassidy se tourna pour verrouiller la porte. Mais avant que ses doigts ne touchent le loquet en laiton, la porte fut enfoncée d'un coup de pied. Elle claqua contre le mur avec une violence qui fit vibrer le plancher. Cassidy recula en trébuchant, levant le couteau à steak qu'elle avait volé sur la table. Sa main tremblait de façon incontrôlable. Ce n'était pas un inconnu en cagoule. C'était Enzo. Le lieutenant de Dominique se tenait dans l'embrasure légèrement essoufflé. Il tenait un pistolet noir dans la main droite. Son costume était froissé, mais il souriait, une expression malade et tordue qui lui donnait l'air d'un loup ayant enfin acculé un agneau. « Tu vas quelque part, ma jolie ?»
lança Enzo en entrant dans la pièce et en refermant la porte derrière lui d'un coup de pied. Toi, souffla Cassidy, la révélation la frappant comme un coup physique. C'est toi qui as déclenché l'alarme. C'est toi qui les as laissés entrer. Dominique vieillit, dit Enzo en avançant lentement vers elle. Il ne semblait pas avoir peur du couteau à steak. Il a un point faible. Il ramène un chat errant et son chaton muet dans la maison. Il se dispute avec les Irlandais pour de l'argent. Renversé. Il est faible. Mickey Oshie m'a promis le Northside si j'ouvrais les grilles. Il te faisait confiance, cracha Cassidy en reculant jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord du bureau. Elle sentait Bella trembler contre ses chevilles sous le bois. Les affaires sont les affaires, haussa Enzo. Il leva son arme visant la poitrine de Cassidy. Maintenant écarte-toi. O'Shea veut que la fille est vivante. Il n'a rien dit à ton sujet. Non, dit Cassidy d'une voix étonnamment stable. Non. Enzo éclata de rire. Tu as un couteau à beurre. J'ai un 9 mm. Fais le calcul. Il faudra me tirer dessus, dit Cassidy en plantant ses pieds dans le sol. Et le bruit fera venir Dominique. Dominique est à terre maintenant, ricana Enzo. Rocco a pris une balle dans la gorge dans les 5 premières secondes. C'est fini. Maintenant bouge. Il se jeta en avant non pas pour tirer, mais pour l'assommer avec la crosse. Il la sous-estima. Il vit une serveuse. Il ne vit pas une fille qui avait grandi dans les quartiers les plus durs du sud de Chicago, esquivant toute sa vie les ivrognes aux mains baladeuses et les voyous de rue. Quand Enzo balança son arme, Cassidy ne recula pas. Elle se glissa sous sa garde. Elle frappa avec le couteau à steak. Le geste n'avait rien de gracieux, mais il était désespéré. La lame dentelée accrocha l'avant-bras d'Enzo, déchirant sa veste coûteuse et entamant le muscle. « Oh, espèce de petite !» rugit Enzo en lâchant l'arme pour serrer son bras ensanglanté. Le pistolet glissa sur le sol et fila sous un fauteuil en cuir. Le visage d'Enzo se tordit de rage pure. Il gifla Cassidy du revers de sa bonne main. La force du coup la fit tournoyer. Elle heurta une bibliothèque, le goût du cuivre emplissant sa bouche. Sa vision ondula. « Je vais te faire regretter ça », siffla Enzo en sortant un cran d'arrêt de sa poche. Il avança vers elle. Cassidy essaya de se lever, mais ses jambes étaient molles comme du coton. Elle regarda vers le bureau. Bella dépassait les yeux terrorisés. « J'ai échoué », pensa Cassidy. « Je suis désolée, Bella. » Enzo leva le couteau. Bang! Le bruit fut assourdissant dans la pièce fermée. Enzo se raidit. Une expression de confusion passa sur son visage. Il baissa les yeux vers sa poitrine où une petite fleur rouge s'épanouissait rapidement sur sa chemise blanche. Il regarda vers l'entrée. Dominique Valenti se tenait là. Il ressemblait à un démon remonté de l'enfer. Sa veste avait disparu. Sa chemise blanche était tachée par le combat, un peu de son sang à lui, la plupart de celui des autres. Il tenait un pistolet fumant dans une main, le bras aussi stable qu'un roc. « Dominique », gargouilla Enzo, la douleur crispant son visage. « C'était juste les affaires. »« Tu as touché à ma famille », dit Dominique d'une voix dépourvue de toute émotion humaine. Il tira encore. Un tir précis à la tête. Enzo s'effondra au sol inerte avant même de toucher le tapis. Dominique ne regarda même pas le corps. Il traversa la pièce en 3 enjambées, tombant à genoux près de Cassidy. Il rangea son arme et prit son visage entre ses mains. Ses paumes étaient chaudes et tremblantes. « Cassidy » exigea-t-il, ses yeux cherchant frénétiquement les siens. « Regarde-moi. Tu as été touché ?»« Il m'a frappé » marmonna Cassidy en touchant sa joue enflée. « Mais ça va. Bella. » Dominique regarda le bureau. La petite fille se précipita dehors et se jeta dans les bras de Dominique, enfouissant son visage dans sa chemise tachée. Dominique les serra toutes les deux pendant 1 seconde, sa respiration déchirée. C'était la première fois que Cassidy voyait les fissures dans son armure. Il n'était pas seulement un chef, il était un père terrifié. « Nous devons partir, » dit Dominique en se détachant. « La maison est compromise, d'autres arrivent. »« Où pouvons-nous aller ?» demanda Cassidy en le laissant la remettre sur pied. « Ils sont aux grilles. » Dominique marcha vers une bibliothèque remplie d'encyclopédies. Il tira un volume précis de History of Rome
et toute l'étagère cliqueta avant de pivoter vers l'intérieur. Un tunnel de béton sombre apparut. « J'ai construit cette maison pour une guerre, » dit Dominique en regardant les ruines de sa vie. « J'espérais seulement ne jamais avoir à la mener. » Il attrapa une lampe torche sur une étagère à l'intérieur du tunnel. « Avancez. Ne vous arrêtez pas avant de voir la rivière. » Le tunnel était humide, sentait la terre et la moisissure. Il courait sous terre sur près d'1 mile, contournant le périmètre du domaine, puis débouchait dans un fossé de drainage près d'une épaisse parcelle de forêt. Lorsqu'ils émergèrent, l'air de la nuit était glacial. La pluie avait commencé à tomber, une bruine froide de Chicago qui les trempa jusqu'aux os en un instant. Dominique ne ralentit pas. Il les guida à travers les bois jusqu'à un vieux hangar d'entretien rouillé près de l'autoroute. À l'intérieur, caché sous une bâche, se trouvait une berline Ford banale. Pas de blindage, pas de jantes tape à l'œil, une voiture fantôme. « Montez à l'arrière », ordonna Dominique en ouvrant la porte pour Bella et Cassidy. En grimpant dedans, Cassidy remarqua que Dominique bougeait avec raideur. Lorsque le plafonnier vacilla une seconde, elle le vit. Une tache sombre s'étendait sur son flanc juste au-dessus de la hanche. « Vous avez été touché ?» murmura Cassidy. « Une éraflure !» grogna Dominique en claquant la porte. Il s'installa au volant et démarra. « On doit rejoindre la planque. Gardez la tête baissée. » Le trajet ne fut qu'un flou de néons et de vitres striées de pluie. Dominique conduisait d'une main, ses yeux vérifiant sans cesse les rétroviseurs. Ils n'allèrent pas à l'hôtel. Ils n'allèrent pas dans une autre demeure. Ils finirent dans le Meatpacking District, un désert industriel d'entrepôts en briques et d'usines silencieuses. Dominique engagea la voiture dans une ruelle derrière une ancienne filature abandonnée. « À l'étage, dit-il, la voix plus tendue maintenant. 3e étage, porte verte. La clé est sous le paillasson. » Ils montèrent les escaliers, c'est qui grinçait. L'appartement à l'intérieur était dépouillé, un simple matelas posé au sol, une table, une trousse de premiers secours et une réserve de conserve. C'était un endroit conçu pour survivre, pas pour vivre. Une fois la porte verrouillée, Dominique s'effondra sur le matelas. « Papa !» Bella poussa un cri silencieux, bouche ouverte en le secouant. « Ça va, ma chérie », souffla Dominique, mais son visage était gris. « Ça ne va pas. » Le mode survie de Cassidy s'enclencha. Elle tomba à genoux près de lui. « Laissez-moi voir. » Elle releva sa chemise tachée. Ce n'était pas une éraflure. Une balle avait creusé un sillon dans son flanc. Elle n'avait touché aucun organe, mais il avait perdu beaucoup de force. « La trousse ?» dit Dominique en montrant une boîte en métal sur la table. « Des aiguilles, du fil, du whisky. » Cassidy attrapa la trousse. Ses mains, qui avaient été assez stables pour entailler Enzo, tremblaient de nouveau. Elle n'avait jamais recousu quelqu'un. Elle avait recousu des boutons sur son uniforme de serveuse. C'était tout. « Je ne peux pas faire ça », paniqua-t-elle en regardant la plaie ouverte. « Tu dois le faire », grinça Dominique. « Je ne peux pas aller à l'hôpital, il surveille. O'Shea possède les syndicats. Il a des yeux aux urgences. » Dominique déboucha une bouteille de whisky bon marché, en prit une longue gorgée, puis versa l'alcool directement dans la plaie. Il lâcha un grognement guttural de douleur, le dos se cambrant au-dessus du matelas. Bella enfouit son visage dans un oreiller pleurant silencieusement. « Fais-le », haleta Dominique. « Recoude. » Cassidy inspira profondément. Elle enfila le fil dans l'aiguille. Elle pensa à sa mère, à la manière dont elle s'était occupée d'elle pendant la dialyse. Elle pensa à la façon dont Gavin l'avait traitée. Elle pensa au regard de Dominique dans le restaurant comme si elle valait quelque chose. Elle enfonça l'aiguille dans la peau. Pendant 20 minutes, le seul bruit dans la pièce fut la pluie contre la fenêtre et la respiration superficielle de Dominique. Quand elle fit le dernier nœud et le banda, elle se sentit épuisée comme si elle venait de courir un marathon. Dominique se laissa retomber la sueur collant ses cheveux noirs à son front. Il la regarda. Ses yeux étaient embrumés mais intenses. « Tu as de bonnes mains », murmura-t-il. « Je voulais devenir infirmière », avoua Cassidy en s'essuyant les doigts avec un chiffon humide. « Avant que les factures s'accumulent. »
avant que je sois obligée d'abandonner. Dominique tendit la main et prit la sienne. Sa prise était faible mais ferme. « Pourquoi est-elle silencieuse ?» demanda doucement Cassidy, en désignant Bella qui s'était endormie roulée en boule au pied du matelas. Bella. Elle entend, elle comprend tout. Pourquoi ne parle-t-elle pas ? Dominique ferma les yeux. Pendant un long moment, Cassidy crut qu'il s'était endormi. « Il y a 2 ans, dit Dominique d'une voix râpeuse. Ma femme. Elena, nous étions dans la voiture. Bella était à l'arrière. Nous étions arrêtés à un feu sur Walker Drive. Cassidy retint son souffle. Une moto s'est arrêtée à côté de nous. J'ai vu l'arme. J'ai plongé pour couvrir Bella. La main de Dominique se serra sur la sienne. Elena n'a pas été assez rapide. Elle a été touchée. Bella... Elle s'est retrouvée au milieu des conséquences. Elle a crié pendant 3 heures d'affilée au commissariat. Et puis elle s'est simplement arrêtée. Elle n'a plus dit un mot depuis ce jour-là. Des larmes piquèrent les yeux de Cassidy. « Je suis tellement désolée. »« Je le lui avais promis, » dit Dominique en ouvrant les yeux, fixant le plafond fissuré. « Je lui avais promis que je la garderais en sécurité. Et aujourd'hui, j'ai amené la guerre jusqu'à sa table de dîner. »« Vous l'avez sauvée, » dit Cassidy avec force. « Et vous m'avez sauvée. » Dominique tourna la tête vers elle. L'alchimie entre eux forgée dans l'adrénaline et le danger était indéniable. « Tu t'es sauvé toi-même, Cassidy Tate. Je n'ai fait que fournir la sortie. » Il marqua une pause. « Mais nous ne pouvons pas rester ici. O'Shea ne s'arrêtera pas. Il pense que je suis parti, ou mourant. Il passera à l'action pour prendre la ville dans les 24 heures. Si je ne riposte pas, je perds tout. Mes hommes se disperseront. Et ensuite, il viendra chercher Bella pour achever la lignée. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Cassidy. Les yeux de Dominique se durcirent. La douleur sembla reculer, remplacée par un calcul glacial. « On ne fuit pas, » dit-il. « On chasse. » Le matin arriva avec une lumière grise et lourde. La pluie s'était arrêtée, laissant la ville comme récurée. Dominique était debout avant Cassidy. Elle se réveilla à l'odeur du café soluble préparé sur une plaque chauffante, mais il sentait le paradis. Il était debout près de la fenêtre, regardant à travers les stores. Il était pâle et il bougeait prudemment, en ménageant son côté gauche, mais il portait des vêtements propres, sortis d'un sac de voyage qu'il avait gardé dans la planque. Un t-shirt noir, un jean sombre. Il ressemblait moins à un don mafieux qu'à un bagarreur. « Nous avons un problème ?» dit Dominique, tandis que Cassidy s'asseyait en étirant ses muscles raides. « Seulement un ?» Cassidy se frotta les yeux. « J'ai passé quelques coups de fil avec un téléphone jetable. C'est mauvais. Dans la rue, on dit que je suis mort. O'Shea organise une fête de victoire ce soir. Il rassemble tous les chefs des 5 familles à l'Emerald Lounge. »« Une fête de victoire ?» Cassidy ricana. « Vous êtes pourtant bien vivant. Ils ne le savent pas, et c'est notre avantage. » Dominique se tourna vers elle et poursuivit « Mais je ne peux pas m'approcher de l'Emerald Lounge. C'est un bastion irlandais. Tout le monde connaît mon visage. Tout le monde connaît mes hommes. Si on arrive à moins d'un pâté de maison, ils nous repèrent. »« Donc, vous ne pouvez pas entrer, » dit Cassidy, reliant les poings. « Mais vous devez savoir qui vous est loyal et qui est passé du côté d'O'Shea. »« Exactement. J'ai besoin d'yeux à l'intérieur. Je dois savoir où O'Shea garde son registre, le livre qui contient tous les pots de vin versés aux politiciens corrompus. Si je mets la main sur ce livre, je peux l'écraser sans tirer une seule balle. Les fédéraux feront le travail pour moi. »« Mais vous ne pouvez pas rentrer, » répéta Cassidy. Elle baissa les yeux vers ses mains, les mains qui avaient servi du café à des hommes d'affaires grossiers pendant 5 ans, les mains invisibles aux yeux d'hommes comme Gavin Thorne. « Moi je peux, » dit-elle. Dominique se figea. « Non. »« Dominique, écoutez-moi. » Cassidy se leva. « Personne ne sait qui je suis.
Pour Hocher, je ne suis que la serveuse dont il n'a jamais vu le visage. Gavin est parti. Enzo s'est mort. Il ne reste plus personne pour m'identifier. C'est trop dangereux, gronda Dominique en s'approchant d'elle. Hocher est un monstre. S'il découvre qui tu es, il ne le découvrira pas, dit Cassidy en se rapprochant à son tour. Elle sentit une étrange poussée de confiance. J'ai passé ma vie à être invisible, Dominique. Je sais me fondre dans le décor. Je sais servir des verres et écouter des conversations sans que personne ne remarque ma présence. C'est ce que je fais. Dominique baissa les yeux vers elle. Il avait l'air déchiré. Il voulait la protéger, mais il savait qu'elle avait raison. Pour lui, c'était une mission presque impossible. Pour elle, si elle gardait son sang-froid, ce serait une promenade. L'Emerald Lounge recrute pour la soirée de ce soir, admit Dominique à contre-cœur. Ils ont besoin de personnel supplémentaire pour la salle VIP. Parfait, dit Cassidy. J'entre. Je porterai un micro. Je découvrirai où est le registre. Si tu fais ça, dit Dominique d'une voix rauque, tu franchis une ligne qu'on ne peut plus retraverser. Tu deviens une complice, une soldate. J'ai franchi cette ligne quand j'ai poignardé Enzo, lui rappela Cassidy. Je suis dedans, Dominique, que ça te plaise ou non. Dominique la fixa longuement, puis il hocha lentement la tête. D'accord, mais il faut changer ton apparence. Si tu entres dans la tanière du lion, tu ne peux pas avoir l'air de Cassidy Tate. La transformation prit 2 heures. Dominique trouva une boîte de fournitures dans la salle de bain de la planque, teinture, ciseaux, maquillage. Cassidy coupa ses longs cheveux blond sable en un carré net au menton et les teignit en noir de jais. Elle appliqua un maquillage sombre et marqué changeant les contours de son visage. Elle mit une paire de fausses lunettes. Quand elle se tourna vers Dominique, il cligna des yeux. « J'ai l'air de quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. « D'un problème. » Il esquissa un sourire, il lui tendit un petit pendentif en argent. « C'est le micro. Il est relié à une oreillette que je porterai dans le fourgon dehors. Si tu tapes dessus 2 fois, j'entre en tirant. Je me fiche que toute la police de Chicago soit là. » Compris. Compris. Et Cassidy. Dominique lui attrapa le bras alors qu'elle se tournait pour partir. Il l'attira contre lui. L'air crépita entre eux. Il se pencha et l'embrassa sur le front, un geste chaste et protecteur, qui sembla plus intime que tout ce qu'elle avait jamais vécu. « Reviens-moi. »« Je reviendrai, » murmura-t-elle. L'Emerald Lounge vibrait au rythme de la musique. C'était un club privé de River North, tout en bois sombre et velours vert. Cassidy, désormais Véronica, d'après sa fausse pièce d'identité, passa par l'entrée de service. Le chef barman, un homme massif nommé Mick, lui jeta à peine un regard. « C'est toi la fille de l'agence » grogna Mick. « Ouais. » Véronica, dit-elle en mâchant un chewing-gum adoptant l'accent blasé du South Side qu'elle avait entendu 1000 fois dans le L-train. « Prends un plateau. La salle VIP est à l'étage. Champagne uniquement. Ne regarde pas monsieur Hocher dans les yeux. Ne parle que si on te parle. Et si tu renverses quoi que ce soit, tu meurs. Compris ? » « Compris, » dit Cassidy. Elle prit un plateau de flûte en cristal et se dirigea vers l'escalier. Son cœur martelait ses côtes comme un rythme techno. « Je peux le faire, » se dit-elle. « Je ne suis qu'une serveuse. Juste une serveuse. » Elle poussa les doubles portes de la salle VIP. La fumée était épaisse. Assis à la table centrale, riant bruyamment, se trouvait un homme que Cassidy reconnut grâce aux informations. Mickey Hocher. Il était obèse rougeau, en sueur, tenant un cigare de la taille d'une saucisse. Autour de lui étaient assis des hommes en costume, des chefs rivaux, des flics véreux et des conseillers municipaux corrompus. « Alors j'ai dit à Valenti » rugit Hocher en frappant la table de la main. « Je lui ai dit, tu touches à ma famille et tu payes. Et maintenant, regardez-le. » Disparu. La pièce éclata de rire. Cassidy circula dans la foule en proposant des verres. Elle se fit petite, rentrant les épaules, gardant les yeux baissés. Elle atteignit la table d'Hocher. « Champagne, monsieur, » marmonna-t-elle.
Laisse la bouteille, grogna O'Shea sans la regarder. Il était trop occupé à faire signe à un homme assis près de lui, un homme avec une mallette menottée au poignet. Le registre est en sécurité, hein, Miller. Je ne veux aucun détail qui traîne. Il est bien gardé, Mickey, dit l'homme nommé Miller. Mais on devrait le déplacer au coffre de la banque demain, le garder ici est risqué. Ce soir on fête, cria O'Shea. Demain on met ça à la banque. Bingo pensa Cassidy. La mallette les menotte l'homme à droite. Elle se tourna pour partir mission accomplie. Il lui suffisait d'aller aux toilettes et de murmurer l'information à Dominique. Mais alors qu'elle se tournait, une main attrapa son poignet. Ce n'était pas O'Shea. C'était un homme assis dans l'ombre dans un coin. Un homme que Cassidy n'avait pas remarqué. Il se leva. Il était grand maigre avec un visage de rat. « Attends 1 minute, dit l'homme en la scrutant à travers la fumée. Tu me dis quelque chose. Cassidy se figea. Son sang se changea en glace. J'ai juste un visage banal, dit-elle en essayant de se dégager. Non, dit l'homme en resserrant sa prise. Il plissa les yeux. J'étais au The Gilded Spoon hier midi. J'ai vu la serveuse qui a déclenché tout ça. La pièce devint silencieuse. O'Shea cessa de rire. Qu'est-ce que tu as dit demanda O'Shea en regardant l'homme. C'est elle, dit l'homme les yeux s'élargissant. Elle s'est teint les cheveux, mais c'est celle qui a giflé votre neveu. O'Shea se leva lentement. L'ambiance joyeuse s'évapora, remplacée par une violence terrifiante. Vraiment. O'Shea contourna la table et s'arrêta à quelques centimètres de Cassidy. Il lui attrapa le menton, la forçant à le regarder. « Tu as du cran de venir ici, petite. » Cassidy tapa 2 fois sur le pendentif. Clic, clic. « Je ne suis pas une petite fille, » dit Cassidy en abandonnant l'accent. Elle regarda O'Shea droit dans les yeux. « Je suis la diversion. »« La diversion, » ricana Mickey O'Shea, en levant sa lourde main pour la frapper. « Tu te crois drôle, tu es fini. » Mais avant que le coup ne tombe, le monde explosa. La baie vitrée du sol au plafond se désintégra vers l'intérieur dans un fracas assourdissant. Une grenade assourdissante aveugla la pièce d'une lumière blanche brûlante, aussitôt suivie par le rugissement des coups de feu. « Sécurisez la cible. Prenez le registre. » Dominique Valenti mena l'assaut. Il descendit en rappel par la fenêtre brisée et atterrit au milieu du verre comme un justicier sombre. Il ne portait pas de gilet pare-balles. Il était propulsé par une rage pure. Se déplaçant avec une précision terrifiante, il neutralisa 2 gardes du corps d'O'Shea avant même qu'ils aient pu dégainer. « Abattez-le » hurla O'Shea en renversant la lourde table en chêne pour s'en servir de bouclier. Il tira Miller le comptable menotté à la mallette derrière la couverture avec lui. Dominique était à découvert. Un garde survivant dans un coin leva un fusil à pompe visant directement le dos de Dominique. « Derrière vous » cria Cassidy. Elle attrapa un éclat de verre dentelé sur la moquette et le lança de toutes ses forces. Il frappa le garde au visage, le faisant tressaillir. Son tir partit de travers, ouvrant un trou dans le plafond. Dominique pivota, vit la menace et logea 2 balles dans la poitrine de l'homme. Il croisa le regard de Cassidy pendant une fraction de seconde, un regard de fierté intense avant de franchir un canapé d'un bond pour avancer vers O'Shea. « C'est fini, Mickey, donne-moi le livre » rugit Dominique, cloué par les tirs désordonnés d'O'Shea. Cassidy vit sa chance. Pendant que O'Shea se concentrait sur Dominique, le comptable Miller tremblait au sol en essayant d'ouvrir la mallette. Cassidy ne courut pas se mettre à l'abri. Elle courut vers le levier, elle se jeta sur Miller et attrapa la poignée de la mallette. « Donne-la-moi » serra-t-elle entre ses dents, en tirant violemment. O'Shea se tourna au bruit. Il vit Cassidy lutter pour le registre qui contenait tous ses secrets. Ses yeux s'écarquillèrent de fureur. Il détourna son arme de Dominique et la braqua à bout portant sur la tête de Cassidy. « Adieu, serveuse » gronda O'Shea. Il appuya sur la détente. Clic. Le chien tomba sur une chambre vide. O'Shea avait tiré sa dernière balle sur Dominique. Une horreur pure envahit le visage du chef mafieux. Dominique sortit de derrière le pilier. Il ne se précipita pas. Il marcha calmement, son pistolet pointé sur le front d'O'Shea. « Son nom » dit Dominique d'une voix terriblement calme. « C'est Cassidy. Bang !» Mickey O'Shea bascula en arrière.
le règne de la mafia irlandaise prit fin en une seule seconde, tandis que l'équipe tactique sécurisait la pièce Cassidy, resta debout, au milieu des débris, la poitrine haletante serrant la mallette contre elle. Dominique rangea son arme et marcha vers elle. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa un baiser féroce et désespéré qui avait le goût de la survie. « Je t'avais dit d'attendre le signal », murmura-t-il contre ses lèvres. « J'ai improvisé », chuchota-t-elle. Dominique regarda la mallette. « Avec ce livre, nous possédons cette ville. »« La guerre est terminée, Cassidy. Rentrons à la maison auprès de Bella. » 3 ans plus tard. Le jardin du domaine Valentine n'était plus une forteresse de pierres froides. Il fleurissait de roses sauvages et d'hortensias. Cassidy était assise sur la terrasse ensoleillée buvant du thé glacé. Elle portait une robe d'été blanche, sa main posée doucement sur l'arrondi de son ventre. Leur fils devait naître en hiver. Elle regardait la pelouse où un énorme chêne portait désormais une balançoire en pneus. Dominique était là, les manches de chemise retroussées, poussant la balançoire. Bella était assise dessus. Elle avait 10 ans maintenant, ses cheveux volaient au vent, et elle riait d'une joie qui remplissait l'air. « Plus haut, papa, plus haut !» cria Bella. « Tiens-toi bien, principessa !» rit Dominique en la poussant vers le ciel. Cassidy sourit, les larmes lui piquant les yeux. Bella avait commencé à parler 3 mois après l'opération. Son premier mot n'avait pas été papa, c'était Cassidy. Depuis cette nuit au club, Dominique avait utilisé le registre pour faire le ménage. Il avait démantelé les réseaux corrompus et s'était assuré que plus aucune brute comme Gavin Thorne ne puisse jamais s'en prendre aux faibles. Il dirigeait la ville non par la peur, mais avec un code d'honneur. Dominique monta les marches en s'essuyant la sueur du front. Il embrassa profondément Cassidy, posant une main sur son ventre rond. « Je suis fier de toi, dit-il doucement, en regardant la paix qu'ils avaient bâtie. « Je ne suis qu'une serveuse à la retraite, plaisanta Cassidy. « Non, la corrigea Dominique en regardant sa fille jouer. Tu sais, la femme qui nous a sauvés. » Cassidy posa la tête sur son épaule, écoutant les rires de sa famille. Elle repensa au jour où elle avait lâché son plateau au restaurant à la peur et à l'incertitude. Et elle comprit qu'elle ne changerait pas une seule seconde de tout cela.